Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour ce journal du soir de la rédaction de Label Radio et Télévision. Les titres de ce journal, il y en a trois. Le premier, c'est le PDG, le Parti démocratique gabonais qui tient depuis ce matin les assises de son 11e congrès ordinaire. Deuxième titre de ce journal, c'est le festival du film de Massoukou. Nature et environnement, ce festival se tient en ce moment à Massoukou, disons à Franceville, au Gabon. Et puis, nous dirons des choses concernant les condoléances de Johnny Hallyday. Johnny Hallyday qui s'est éteint dans la nuit de mardi à mercredi. Merci beaucoup à vous d'être avec nous. Nous allons tout de suite attaquer avec le Parti démocratique gabonais qui tient, comme je le disais depuis ce matin, les assises de son 11e congrès ordinaire sous le thème « La régénération et la revitalisation ». Les travaux se tiennent dans un contexte où les élections législatives se profilent à l'horizon. Alex Blériot-Moma. Les travaux ouverts ce matin vont durer 3 jours à l'issue desquels l'on saura si les congressistes ont pu donner du relief au thème central de ce 11e conclave du parti présidentiel. Régénération et revitalisation. Et pour cause, tous les enfants du PDG ne semblent pas ou plus avoir la même vision, sinon la même lecture des enjeux du moment. La situation issue de la dernière présidentielle, l'atteinte des objectifs de Gabon émergent à l'horizon 2025 dans un contexte économique fragilisé par la baisse des cours mondiaux du pétrole, principale source de revenus du pays. La marche du monde et de l'Afrique au rythme de vent contraire devrait pourtant habiter l'esprit de tous les congressistes pour taire des égos, faire parler le parti et triompher ses ambitions de parti au pouvoir, désireux de gérer et de conserver le pouvoir. Or, il n'est un secret pour personne que ce 11e congrès du Parti démocratique gabonais se tient dans un contexte de tiraillement interne à la lisière des déchirures. Au plan interne, le mode électif en lieu et place des cooptations habituelles pour la désignation des instances décisionnelles du parti, expérimenté lors de renouvellement des conseils provinciaux, a fait des victimes et pas des moindres et laissé des traces et des marques. D'autre part, une sensibilité, d'aucuns diront un courant, dénommé Action et Perspective pour le président de la République, APR, est également né contre l'avis du secrétariat exécutif avec pour objectif déclaré de constituer une force de proposition et de réflexion au sein du parti. Au plan national, le calendrier électoral prévoit la tenue des législatives durant le premier trimestre de l'année prochaine. Comme on le voit, les défis sont nombreux et les enjeux multiples. Les assises de ce 11e congrès sont donc lancées, les travaux continuent et vont se poursuivre jusqu'à dimanche 10 décembre 2017 et nous aurons l'occasion de faire le point. Mais déjà, sachez que le président Ali Bongo Ondimba a appelé à beaucoup plus de pragmatisme. Il faut que le PDG devienne un parti qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Nous allons parler maintenant développement avec le chemin de fer d'Abidjan à Kaya. Kaya, c'est au Burkina Faso. Eh bien, 262,4 milliards de nos francs, c'est le montant des investissements annoncés dans le cadre de la réhabilitation et de la modernisation du chemin de fer Abidjan-Kaya. Les travaux ont été officiellement lancés en début de semaine. Les travaux permettront la modernisation et le développement des services de transport de marchandises et de voyageurs par train, avec plus d'1 million de tonnes de marchandises et 250 000 voyageurs par an à partir de 2021. Ils vont également participer à la croissance de projets miniers, notamment le transport du minerai de manganèse en provenance de la mine de Tambao au Burkina Faso. Les travaux consisteront à renouveler la plateforme et la superstructure ferroviaire, la modernisation des ouvrages d'art et ouvrages hydrauliques, la restauration des gares et des ateliers de maintenance, l'assainissement des zones inondables, gares et voies stratégiques, ainsi que la sécurisation des passages à niveau. Les travaux vont durer 8 ans et se feront en 2 phases. La première phase consistera au renouvellement de 180 km de voies ferrées, à la consolidation de 337 km de plateformes, à la modernisation de 51 ouvrages et à la rénovation de 30 gares. Ce projet est le résultat d'une négociation de 4 ans avec le groupe Bolloré.
Au Burkina Faso, comme en Côte d'Ivoire, le rail continue d'occuper une place de choix parmi les moyens de transport les plus aptes à assurer le développement économique et social. L'ambition des deux États est de construire un réseau de chemins de fer intégré dans la sous-région ouest-africaine et la réalisation de ce projet d'envergure permettra d'améliorer la vie des populations et d'assurer un meilleur avenir aux générations futures. Il faut enfin espérer que cette fois est la bonne dans la mesure où les tentatives de rallier par le rail Abidjan à Niamey au Niger, en passant par Ouagadougou au Burkina Faso, datent de l'époque coloniale avec la régie Abidjan-Niger aujourd'hui disparue. Il faut aussi indiquer que les 262,4 milliards sont un investissement du groupe Bolloré. Nous allons parler à présent de sécurité, précisément de sécurité maritime, piraterie, vol à main armée, pêche illégale. Et bien voici autant de fléaux qui troublent la bonne tenue, j'allais dire, de nos océans. Et bien dans le golfe de Guinée, ces fléaux sont monnaie courante et les pays concernés par le golfe de Guinée, les pays autour desquels le golfe de Guinée se retrouve, eh bien, ont décidé de réagir et de faire en sorte que la sécurité soit de nouveau de mise. Laetitia Ngalibika. La sécurité maritime est aussi une question terrestre. Depuis plusieurs années, en effet, les menaces observées dans les eaux du golfe de Guinée se sont concentrées autour des phénomènes de piraterie, de vol à main armée, de trafic en tout genre ou de pêche illégale. Ce sont 36 attaques que le Bureau maritime international a recensées pour 2017, un chiffre en diminution par rapport à 2016, qui place néanmoins le golfe de Guinée parmi les régions maritimes les moins sûres du globe. Les pays riverains se sont très tôt organisés pour lutter conjointement contre ces phénomènes qui pénalisent leurs économies. Cette coopération régionale s'est notamment caractérisée à travers le Code de conduite de Yaoundé adopté en 2013 par 25 États d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Cet accord visait à promouvoir et à organiser la coopération régionale en matière de prévention et de répression des actes illicites commis en mer dans le Golfe. Malgré certaines réalisations concrètes comme l'implantation du centre interrégional de coordination à Yaoundé ou les centres régionaux de sécurité maritime d'Abidjan ou de Pointe-Noire, des difficultés persistent du fait par exemple du déficit de législation spécifique à de nombreux États de la région en matière maritime. D'autres difficultés liées aux frontières maritimes, au droit de poursuite en mer dans les eaux des États voisins ou encore au manque de moyens n'ont pas permis d'endiguer de manière aussi importante qu'au souhaité les menaces existantes. Cependant, un certain nombre d'initiatives internationales se sont développées, comme des programmes annuels d'assistance de l'Organisation maritime internationale et celles des États du Golfe de Guinée sont régulièrement organisées afin de développer, au-delà des missions de surveillance et d'intervention sur le plan d'eau par les marines étrangères, les compétences des forces locales ou une meilleure coordination. Les autorités donc de certains pays comme le Cameroun ou le Togo se sont davantage impliquées en considérant ces phénomènes comme prioritaires. Les actions menées ont ainsi rendu particulièrement sûres les eaux nationales togolaises qui ont ainsi vu leur fréquentation augmenter sensiblement. Nous allons rester dans les océans et toujours en compagnie de Laetitia Ngalibika pour parler maintenant de pollution parce que des tonnes de déchets se déversent dans nos océans avec des conséquences dramatiques. Mais là aussi, la riposte arrive et il y a de bonnes réactions, nous signale Laetitia Ngalibika. Ce sont entre 4,8 et 12,7 millions de tonnes de plastique qui sont déchargées dans nos océans, ce qui génère plus de 40 millions de tonnes de déchets. Les conséquences sont connues, dégradation de la vie marine et bien plus encore. Face à ce qui apparaît comme une catastrophe sourde mais ô combien dangereuse, la communauté internationale dit stop à la pollution. Ce sont environ 200 pays qui ont donc décidé d'aller en guerre contre les déchets plastiques. Ces pays, soutenus par plusieurs organismes internationaux, se sont engagés à limiter la contamination de l'air, des sols, des rivières et des océans par des produits plastiques et chimiques. Ils appellent ces pays à un changement radical dans la manière de produire et de consommer. Les représentants des gouvernements présents depuis lundi à Nairobi ont dégagé la voie vers une planète sans pollution en adoptant une résolution sur les
les questions environnementales, car la pollution réduit la durée de vie de millions de gens chaque année. Chaque jour, en effet, 9 personnes sur 10 respirent un air qui excède les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et plus de 17 000 d'entre elles décéderont prématurément à cause de cela. Par cette déclaration de guerre à l'endroit des déchets, les pays membres de l'ONU s'engagent à promouvoir une productivité économique durable et à encourager des modes de vie plus durable en facilitant le recyclage des produits et en réduisant les déchets. À la presse, Ibrahim Tiao, le directeur adjoint du programme de l'ONU pour l'environnement, confiera que le changement tant souhaité passe par des politiques très claires à un niveau national et local, comme le simple fait d'interdire l'utilisation de sacs plastiques non réutilisables. Si ces engagements sont respectés, ils pourraient permettre à 1,4 milliard de personnes de respirer de l'air pur, selon Jacqueline McLeod, qui a coécrit un rapport sur la pollution présenté devant l'Assemblée des Nations Unies. Rappelons que la pollution est devenue la première cause de décès des êtres humains, tuant quelques 9 millions de personnes par an, soit 1/6 des morts dans le monde. La Chine, l'un des plus gros producteurs de déchets plastiques, a commencé à faire des efforts pour les réduire. Pour l'heure, le Chili, Oman, le Sri Lanka et l'Afrique du Sud ont annoncé des mesures incluant des interdictions d'utilisation de sacs en plastique, de nouvelles réserves marines et des campagnes pour augmenter le risque. Un important dossier signé Laetitia Ngalibika. Maintenant, nous allons parler santé avec la listériose. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une maladie infectieuse d'origine alimentaire qui fait des ravages en Afrique du Sud. En effet, le ministère de la Santé parle de 36 personnes décédées de cette infection d'origine alimentaire depuis le début de l'année. Pour l'heure, la source des contaminations n'a pas encore été déterminée, mais le ministère examine actuellement des échantillons de nourriture prélevés au domicile des malades. Seulement, entre le 1er janvier 2017 et le 29 novembre de la même année, un total de 557 cas de listériose ont été confirmés contre une soixantaine par an d'habitude et 36 personnes en sont mortes d'après le même ministère. La listériose, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie infectieuse due à la bactérie Listeria qui se transmet le plus souvent à l'homme par l'intermédiaire des aliments. La majorité des personnes infectées ont été répertoriées dans le nord-est du pays, à Gauteng, dont la capitale est Johannesburg. Parmi les 557 cas répertoriés, 37% sont des nouveau-nés. Bien triste. D'où cet appel des autorités sanitaires aux populations. Elles doivent respecter des règles d'hygiène très strictes. Lavage de mains très régulier, recours à l'eau potable pour les usages domestiques, rinçage des légumes et des fruits, cuisson à feu vif des viandes. Précisons que la listériose figure parmi les zoonoses, maladies transmises de l'animal à l'homme, les plus dangereuses. Elle provoque généralement de la fièvre, des vomissements et des diarrhées et se traite par antibiotiques. Les sujets sensibles comme les personnes âgées, les nouveau-nés, les femmes enceintes ou les patients au système immunitaire affaibli sont plus exposés aux complications, notamment méningite et septicémie. D'où le message des autorités sanitaires sud-africaines à l'endroit des populations. Si vous avez un seul cas, si vous ressentez un malaise, rendez-vous dans la structure sanitaire la plus proche. Sécurité maritime, pollution en Afrique, santé et maintenant cadre de vie. Nous atterrissons au Cameroun avec notre correspondante dans ce pays, Carole Guissot, qui nous fait suivre les résultats d'une réunion sur la restructuration des quartiers sous-intégrés sous la direction du ministre de l'Habitat. Le ministre camerounais de l'Habitat et du Développement urbain, Jean-Claude Bointou, a procédé le mercredi 6 décembre à Douala au lancement de l'étude en vue de la restructuration de certains quartiers sous-structurés de la communauté urbaine de Douala. La dite démarche se situe dans le cadre d'une convention liant le ministère de l'Habitat et du Développement urbain à la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains ruraux signée le 6 juillet 2015. Convention dont l'objectif principal est la réalisation des opérations d'aménagement concerté et de rénovation urbaine au Cameroun. Dans le budget de l'État de 2018, celui alloué au ministère de l'Habitat et du Développement urbain a été revu à la baisse et sera de 92 milliards 70 millions de francs CFA et est destiné à la modernisation des principales métropoles camerounaises et surtout
le relèvement du niveau des infrastructures dans une trentaine de villes secondaires dans le cadre du Fonds routier 2018. Un festival dit international des arts publics a lieu depuis le 5 décembre à Douala, au Cameroun, mais ce festival a commencé avec un malaise. Je vous laisse découvrir l'objet et la cause de ce malaise. C'est encore un reportage de Carole Guissot. Gros malaise chez les promoteurs du Festival international d'art public qui a ouvert ses portes à Douala le 5 décembre dernier. En cause, une des œuvres des 16 artistes contemporains internationaux invités au festival n'a pas reçu un accueil chaleureux chez tous les habitants de la ville. L'œuvre, bien que je n'en ai pas le droit, je vous présente mes excuses, de l'artiste française Sylvie Blocher, a été détruite quelques heures seulement après son érection dans un carrefour très fréquenté de la ville, le carrefour Mobile Moulin-Kouamoua, par un activiste camerounais, celui-là même qui a été plusieurs fois emprisonné pour les mêmes faits sur des statues de personnalités historiques françaises érigées dans la ville historique de Douala. Un acte de vandalisme qui lui a encore valu une énième arrestation et garde à vue dans une brigade de gendarmerie non loin du lieu des faits. Essama Blaise André, c'est son nom, de nationalité camerounaise, estimait selon des témoins que l'œuvre de Sylvie Blocher n'était qu'une simple provocation néocolonialiste. L'artiste Sylvie Blocher, qui présentait l'œuvre comme un manifeste, est une participante à la 4e édition du Festival international d'art public qui se tient à Douala du 5 au 10 décembre 2017 et dont le thème est « La place de l'humain, cet humain qui a un rapport au passé, qui porte une histoire et qui appartient à une trajectoire historique ». Allons maintenant découvrir exactement ce que c'est que ce festival, le Festival international des arts publics. Il s'agit de 16 artistes qui vont exposer leur vision du monde. Ils sont en tout 16 artistes, d'ici et d'ailleurs, dont 11 originaires du continent africain. Triés sur le volet et choisis sur la base de leur vision sur le monde, ils feront aimer l'art du grand public pendant cette triennale de Douala Art qui durera 6 jours. C'est un projet qui est fait pour la ville, pour les Doualais et pour tous les festivaliers qui viennent voir le Sud. On va avoir des œuvres remarquables. On a déjà inauguré certaines hier, notamment de Ivan Argot, qui est un artiste de Colombie et qui a fait des propositions dans la ville qui sont celles de recouvrir les caniveaux ouverts d'Alet avec des mots qui font appel à la fois à l'amour, mais aussi à la question de la déclaration des droits de l'homme. Cette thématique, en fait, elle est ample. Elle s'inscrit aussi par rapport à la question de l'histoire et comment cette histoire nous permet aujourd'hui d'avoir un épanouissement, d'avoir surtout une émancipation par rapport à cette histoire douloureuse. Et les artistes sont là. Et les artistes, en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'ils nous donnent des signes. Ils nous donnent la possibilité de faire signe dans la ville. Et ce qui est très chouette aussi, c'est que la majorité des artistes ont décidé d'ouvrir leurs œuvres avec des festivités, c'est-à-dire en invitant aussi des danseurs, des performeurs, des gens qui seront aussi susceptibles de rendre ces œuvres encore plus actives et encore plus belles. Donner un sens aux signes, ainsi pourrait se résumer l'action du salon urbain de Douala, en disant la galerie Douala Art, l'organisateur en chef de cette messe de l'art, a déjà offert à la ville historique des œuvres d'une grande portée. Le festival a eu à produire beaucoup de monuments, comme par exemple on a celui du rond-point d'Aïdo, la statuette là. Deuxième exemple, il y a aussi celui de Shell Nubel, les marmites que vous voyez là. Voilà. À chaque édition du festival, il y a beaucoup de monuments qui sont installés pour embellir la ville. Le festival du salon urbain de Douala s'achève le 10 décembre prochain. Un festival qui va se dérouler dans 5 quartiers de la ville de Douala. Et tout a été prévu, comme des bus, pour permettre à tout le monde de participer à ce grand rendez-vous de l'art contemporain.
Un autre festival, celui du film de Massoukou, se tient depuis hier. C'est dans le sud du Gabon. C'est un festival qui fait la part belle à la nature et à l'environnement. C'est notre envoyé spécial Rodney Ovono nous faire le point sur ce festival, le festival du film de Massoukou. C'est en compagnie du gouverneur de la province du Haut-Ogooué, du directeur du festival Vue d'Afrique et du 4e maire adjoint de la commune de Franceville que la directrice déléguée du festival du film de Massoukou a officiellement lancé la 5e édition de sa manifestation. C'est plutôt la fierté de recevoir dans notre province cette manifestation qui développe un thème d'actualité et qui développe une préoccupation devenue une préoccupation de l'ensemble de l'humanité sur la conservation de la nature. Le festival du cinéma de Massoukou, pour le thème qui est développé à travers ces différentes éditions, interpelle tout le monde. Au programme, projection de 2 films. Les îles ont une âme relate l'histoire de la République haïtienne, première nation noire indépendante des Amériques. Cependant, c'est surtout la formidable extension des cultures. Où sont passés nos arbres? Véritable cri d'alerte sur les défis et la sensibilisation sur les enjeux de la dégradation de l'environnement, sur les dangers de la coupe excessive de bois. Le fait que nous ayons donné notre cadre, l'ouverture, n'est-ce pas, de la 5e édition du film de Massoukou, prouve à suffisance que les préoccupations qui ont été débattues sont également les préoccupations qui concernent l'ensemble des populations de notre cité. Ça, c'est un. 2, nous pensons, ou nous croyons qu'en ouvrant cette 5e édition dans nos locaux, l'affluence, surtout la jeunesse, n'est-ce pas, devrait massivement arriver pour s'imprégner de tout ce que nous avons pu regarder dans les 2 éléments cinématographiques. Je crois que c'est vraiment très satisfaisant de voir que le festival non seulement continue, mais a une programmation de plus en plus intéressante, de plus en plus étoffée. Et je crois aussi que c'est la soirée d'ouverture, mais dès demain, je crois qu'on va à l'université et que j'ai bien hâte de voir la réaction des étudiants. Au sortir de ces projections, les participants n'ont pas caché leur satisfaction. J'ai été intéressée par le sujet et le fait que ce soit la première fois que j'ai participé à une telle édition. J'ai aussi apprécié tous les thèmes qui ont été exposés, notamment la protection de la nature. On se rend compte que de nos jours, on ne peut plus trouver d'espace vert un peu partout. Il faut avoir beaucoup de courage, de la persévérance et y croire. C'est vrai que j'ai voulu abandonner plusieurs fois, mais il y a aussi des énergies, des bras, des gens qui ont été là pour vraiment me soutenir et puis croire au projet, quoi. Donc il ne suffit pas d'avoir la vision, il faut aussi des gens qui puissent croire à ce projet. Et c'était le cas. J'avais l'envie, mais à un moment donné, on se sent complètement absorbé par autre chose. Il y a des gens qui sont là et qui vous disent non, n'abandonne pas. 15 films seront projetés ce vendredi à l'Université des sciences et techniques de Massoukou, dont Mohamed le prénom, Gabon mon pays, Amazonie voyage en terres indigènes, Chaos ou encore Frères des arbres, l'appel d'un chef papou. Rodney Ovono, nous faisons le point sur le déroulement du festival du film de Massoukou qui fait la part belle à la nature et à l'environnement. On va parler maintenant des obsèques de Johnny Hallyday, star du rock, décédé dans la nuit du mardi 5 décembre au mercredi 6 décembre. Sa mort a bouleversé et la programmation d'un certain nombre d'événements. La dépouille du rocker fera l'objet d'un défilé populaire sur les Champs-Élysées ce samedi à partir de midi. La dépouille de Johnny Hallyday descendra les Champs-Élysées pour un ultime au revoir accompagné
par 500 à 700 motos, et ce devant pas moins de 500 000 personnes. Cet hommage va se terminer à 13 h sur le parvis de l'église de la Madeleine dans le 8e arrondissement, où les musiciens de Johnny ont décidé de jouer ses plus grands tubes. Emmanuel Macron, le président de la France, et son épouse Brigitte assisteront au premier rang aux obsèques de Johnny Hallyday à l'église de la Madeleine. Johnny Hallyday avait dit que son enterrement devait avoir lieu dans les Antilles, à Saint-Barthélemy. Eh bien, ce vœu sera respecté. Après cet hommage à Paris, eh bien, la dépouille sera convoyée jusqu'à Saint-Barthélemy, où il sera inhumé. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton... Sur le 11e congrès du Parti démocratique du Gabon, nous allons maintenant suivre dans l'élément qui va suivre eh bien l'intervention du président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba. Cela fera donc 50 ans que le Parti démocratique gabonais a été fondé par Hadjoma Bongo Ondimba, à qui je rends un vibrant hommage. « 50 ans, c'est un demi-siècle. 50 ans, c'est le temps de la maturité. 50 ans, c'est aussi le temps pour dresser le bilan du chemin parcouru. Et sans doute, pour nous renouveler, nous réinventer en profondeur, à la fois sur la forme et sur le fond. Je commencerai donc en appliquant ce principe à moi-même en donnant l'exemple. Plutôt qu'un discours fleuve, j'aimerais vous délivrer quelques messages. Des messages précis, concis. Des intentions qui doivent être suivies des faits. Car le Parti démocratique gabonais, plus que jamais, doit être le parti de l'action, le parti de la réalisation et surtout le parti du résultat. Il doit être force de proposition, aiguiller le gouvernement dans ses missions au service du Gabon, des Gabonaises et des Gabonais. Voilà, les intentions doivent être suivies d'actions. C'est ce que l'on retient de ce discours d'ouverture du 11e congrès du PDG, le Parti démocratique du Gabon. Ce congrès s'est ouvert ce matin et va se poursuivre jusqu'à dimanche. Et nous aurons le temps de faire le point sur cet important événement qui a lieu au Gabon. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de votre aimable attention. Nous nous retrouverons demain pour faire encore un autre parcours de l'actualité sur le continent africain. Au revoir.